Bonjour, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un nouvel épisode de Pile ou Sas, le podcast qui plonge dans les coulisses du monde SaaS. Je suis Cédric Meignier et aujourd'hui, j'accueille Sébastien Demoustier, fondateur de Winevisor, le sommelier virtuel pour les restaurateurs. Alors Sébastien, c'est un profil de développeur web basé à Mons en Belgique. Il a lancé Winevisor en solo il y a environ 3 ans. Et cette solution SaaS permet de numériser la carte des vins d'un restaurant en quelques clics et d'apporter ainsi une expérience enrichie aux clients. Nous allons bien sûr développer tout cela dans quelques instants. Mais avant de plonger dans cette conversation, un mot pour vous, dirigeants ou responsables marketing de SaaS. Et si dans 14 jours, vous pouviez faire augmenter significativement le taux de conversion de votre site? Comment? C'est hyper simple. Une vidéo de 60 secondes sur votre page d'accueil ou landing page. Alors, pas n'importe laquelle. Je vous parle d'une vidéo qui explique clairement votre solution et donne envie d'acheter immédiatement. Notre méthode, on analyse votre offre, on rédige le script parfait, on crée des animations en motion design qui claquent et on vous livre une vidéo qui convertit. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre site en machine à convertir, demandez votre consultation gratuite maintenant via mon profil LinkedIn et dans 14 jours, vous pourriez avoir la vidéo qui change tout. Maintenant, place à notre invité. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Bienvenue dans Pile ou Sas. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, le principe est simple, je te pose une série de questions à choix binaire et tu réponds instantanément. Prêt? C'est parti. Team vin blanc ou team vin rouge? Compliqué mais blanc. Drupal ou WordPress? Drupal. Bootstrap ou levée de fonds? Bootstrap. Réveil 5h ou coucher 23h? Faut coucher bien au-delà de 23 heures. Et du coup, réveil un peu plus tard aussi. Pas forcément tard, mais... Solopreneur ou équipe étendue? Solopreneur. Freemium ou free trial? Freemium. Risque calculé ou intuition? Plutôt risque calculé. Acquisition payante ou organique? Organique. Marché local ou international direct? International. Inbound marketing ou outbound marketing? Inbound. Pile ou SaaS? SaaS. J'ai noté que tu avais un profil de développeur web. Il me semble que tu as toujours d'ailleurs cette activité. Raconte-moi un peu ce moment déterminant qui t'a fait dire allez, je me lance dans la tech wine. Le vin, c'est vraiment quelque chose qui m'est apparu quand j'ai commencé à travailler donc professionnellement, mon premier job où j'étais dans une agence web où les premières bouteilles de pinard apparaissent dans les drinks entre collègues et c'est là que j'ai vraiment découvert le vin. Je pense que je buvais mes premiers vrais verres de vin à ces moments-là. Et du coup, je dirais quand on commence à s'intéresser au sujet du vin, on a plein d'idées et quand on est développeur, quand on voit passer des idées, on se dit tiens, ouais, j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai quelque chose. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas lier le vin qui était un petit peu devenu ma passion après des cours du soir, de l'approfondissement, des formations, à l'entrepreneuriat, à une idée tech. Et donc, c'est arrivé un petit peu comme ça. D'accord. Donc, c'est d'abord le point d'entrée, c'était une appétence, une nouvelle attirance pour ce monde, qui est un monde très vaste finalement. C'est un monde incroyable. C'est un monde incroyable. Le vin, quand on est dans l'informatique, c'est un nouveau monde, c'est de la chimie, c'est de la géographie, il y a toutes les sciences qui rentrent en jeu, c'est vraiment un nouveau monde et quand on a l'esprit ouvert et qu'on a envie d'apprendre, c'est un monde de possibilités, donc évidemment, c'est incroyable. Et alors comment tu as dit que ça a suscité comme ça un peu naturellement un flux d'idées qui a mêlé cette nouvelle passion à l'époque et ton background de tech, on va dire. Est-ce que comment t'as identifié qu'il y avait une opportunité et quels étaient les marqueurs de cette opportunité? Donc en fait, la toute genèse du projet, c'est quand Vivino, donc l'application Vivino, c'est celle où on peut scanner les bouteilles et obtenir de l'info, a commencé à devenir vraiment, je dirais, importante, à devenir un peu leader. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire quelque chose dans le vin. J'avais des amis vignerons qui m'avaient dit, nous, Vivino, on pense que c'est un point d'entrée potentiel pour nos clients, mais on n'est pas capable de traquer les métriques qui viennent de Vivino. On ne sait pas quand des gens mettent des commentaires sur nos bouteilles. On ne sait pas quand, les notes moyennes un petit peu que donnent les gens selon les moments. Est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour nous? Et je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant de monter une plateforme SaaS qui permet, aux vignerons ou à n'importe quelle personne qui vendrait du vin de pouvoir obtenir les métriques Vivino sur ce qui se passe sur ces bouteilles.
Donc j'ai monté cette plateforme, et pour la monter, j'ai évidemment commencé à construire une base de données de vin. Et puis je me suis très rapidement dit, mais en fait, il y a un vrai problème derrière ce modèle, c'est que si demain Vivino me dit, en fait non, vous n'avez plus accès à d'autres données, ou en fait ce que vous faites c'est illégal, on va vous attaquer, tout s'arrête. Et donc voilà, je me suis rapidement dit bon, ça n'ira pas. J'ai lâché l'affaire, mais entre temps j'avais construit une base de données déjà de vin montée sur Vivino. Je me suis dit, tiens, en fait, ça, par contre, c'est carrément exploitable, parce que c'est de l'information relativement publique. Le nom du vin, le nom du domaine, son millésime, les arômes qui font le constituer, c'est complètement public. Donc, pourquoi pas essayer d'exploiter cette donnée? Et donc, j'ai tout d'abord mis en place une plateforme, on va dire, c'est un mauvais mot, mais une ferme à contenu, où j'ai mis en ligne des millions de pages qui référençaient les domaines, les bouteilles, les cépages, dans 5 langues différentes. Le but, c'était vraiment de faire de la pub, de mettre de la pub, de faire du Google Ads et de faire rentrer un peu, de faire du Google AdSense et de faire rentrer de l'argent comme ça. Ça a un petit peu marché. On a fait quelques milliers d'euros avec ça, c'était bien. Mais ensuite, voilà, ça s'en est resté là et ça évoluait plus vraiment. Et le Covid est arrivé, notre ami Covid. Et tiens, quand les restaurants ont rouvert, on a vu apparaître sur les tables de restaurants, on n'avait plus le droit de recevoir des menus papier, et on a vu apparaître des QR codes un petit peu partout que personne ne savait utiliser avant Covid, et que tout le monde a appris à utiliser, même ma mère qui jusque-là ne savait même pas ce que c'était. Et mais derrière ces QR codes, qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait un PDF dégueulasse qui était en fait un scan en général de la carte, et on s'arrêtait là. Et donc je suis tombé sur une carte de vin en scannant un QR code, et je me suis dit ça sert à rien, il faut zoomer, on voit rien. Et là je me suis dit mais oui, il y a moyen de faire tellement mieux. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée. Alors évidemment, comme on avait toute cette donnée vin, on a voulu pousser l'idée un peu plus loin. Et comme on avait sous la main des professeurs d'œnologie, des sommeliers, on s'est dit tiens, pourquoi pas un peu mettre notre intelligence en commun et voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour aider les restaurants à faire de cette carte des vins PDF ou de cette carte des vins papier un chouette outil à mettre entre les mains des consommateurs. Donc voilà, c'est parti de là, et là le projet est né. D'accord, et ça c'était à peu près, ça c'était en quoi, en 2021, 2022? Oui, c'est ça, 2021, et le projet a commencé à être mis en ligne en 2022. Donc, on a codé en 21 et on a mis en ligne en 22. Winevisor aujourd'hui, c'est quoi exactement? Comment tu expliquerais le principe en 60 secondes à un restaurateur, par exemple, qui ne connaît pas? Donc, c'est une carte des vins, donc digitale. Donc, il va convertir la carte papier en une version digitale accessible en QR code ou sur une tablette, et qui va être équipé d'un sommelier virtuel, donc il va aiguiller le client dans le choix de son vin, que ce soit un accord mets vin ou un vin selon ses goûts. Et ensuite, pour le restaurateur, évidemment, derrière, c'est toute une simplification de sa gestion. Donc, il ne doit plus réimprimer, il peut mettre à jour sa carte en 2 clics. Donc, c'est complètement une refonte de sa logique de gestion de sa carte papier. Alors, tu l'as un petit peu évoqué dans la genèse du projet, mais tu peux nous parler du marché de la gestion de la carte des vins? Et par exemple, en quoi votre approche elle est radicalement différente ou plus enrichie de ce qui existe déjà, comme j'ai pu voir des Sommit ou une app qui s'appelle Sommelier par exemple. Voilà, donc effectivement nos gros concurrents aujourd'hui, ça va être par exemple Sommit qui va prendre le marché d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire que eux vont vraiment mettre le focus sur la gestion de stock en plus de cette carte. Donc ils vont amener vraiment des outils pour gérer aussi la carte des vins, chose dont on n'a pas voulu forcément mettre les doigts. Nous on a préféré vraiment mettre le focus sur la partie sommelier virtuel, vraiment apporter le conseil au consommateur final pour le pousser vers la décision d'acheter une bouteille soit un peu plus chère, soit d'acheter une bouteille tout simplement parce qu'il n'avait pas forcément prévu de le faire. Donc voilà, on a vraiment mis le focus sur ce consommateur plutôt que sur les stocks. Et ensuite, on se différencie aussi par le prix. On a une approche plutôt par le bas. Donc on va proposer, les premiers abonnements sont à 25 € par mois. Donc on a dans nos clients beaucoup de restaurants d'entrée de gamme, de milieu de gamme, qui vont proposer une 50aine de vins à la carte. Ça va pas forcément être des gastronomiques avec 300-400 références, là où sont plutôt positionnés nos concurrents, et avec des pricing qui sont aussi évidemment adaptés.
Alors, on commence à bien entrevoir, à bien saisir l'expérience client, l'apport que ça fait pour l'expérience du client. Quels vont être les avantages pour finalement ton client, le client direct de OneAdvisor, qui est soit le restaurateur ou le tenancier d'un bar à vin, par exemple? Un des premiers intérêts, évidemment, ça va être de ne plus devoir continuellement imprimer, réimprimer. Donc aujourd'hui, une carte des vins n'est jamais à jour, que ce soit, il va manquer une référence va être hors stock, un prix ne va plus être bon, les prix du vin changent souvent. Donc, ils savent que leur carte n'est jamais à jour, mais ils ont vraiment pas le temps de la réimprimer, donc ils vivent avec. Et donc, du coup, quand le client va commander, parfois, il aura pris 5 minutes à choisir son vin, et quand il va le commander, il y en aura plus. On va frustrer le client, et donc voilà, ça déjà, c'est un pain qui est résolu, puisqu'il va pouvoir la mettre à jour soit lui manuellement, mais il va pouvoir aussi la connecter. Donc là, on n'a pas voulu faire la gestion de stock, c'est parce qu'il y a déjà énormément d'acteurs qui font ça très très bien. Et donc plutôt que de faire cette gestion de stock, on va s'interfacer avec les acteurs qui le font. Donc si un client arrive en disant, voilà, je suis chez Lightspeed, je suis chez Odoo, on va interfacer leur API et on va tout simplement les connecter. Donc quand ils auront sorti leur dernière bouteille, nous on recevra l'information et on va la mettre à jour. Ouais, donc dans les autres avantages, on a évidemment un problème de formation. Donc aujourd'hui, l'engagement, trouver fût-ce que des serveurs dans la restauration, ça devient compliqué. Alors ensuite, trouver des serveurs qui savent parler et encore mieux qui savent vendre du pinard, c'est devenu denrée très très rare. Surtout dans un restaurant d'entrée milieu de gamme. En général, on va vous vendre le vin du patron, puis ça va s'arrêter là. Là, évidemment, on va laisser le client se débrouiller, mais il va recevoir le conseil. Il va passer d'une carte de 60-70 références à 3 ou 4 références qui vont lui être suggérées. Et il va recevoir son conseil, il va être content et en général, il va le suivre et il va choisir une bouteille qui en général est un petit peu au-dessus du budget qu'il aurait mis s'il n'avait pas reçu le conseil. En général, le client, il va pas acheter la moins chère. Il aime le Bordeaux, il va pas acheter le Bordeaux le moins cher, il va acheter le Bordeaux le moins cher plus 1. En général, ça va s'arrêter là. Là, on va lui faire un conseil et peut-être qu'il va mettre 3 ou 4 euros en plus dans sa bouteille, mais mis bout à bout, ça fait un panier plus important et ça rapporte évidemment. Ah oui, donc un panier plus important, ce qui veut dire aussi un peu comme de l'upselling en fait pour le restaurateur, c'est-à-dire ça lui permet de pouvoir développer un peu plus son panier moyen en fait d'une table ou d'un consommateur, d'un client quoi. Tout à fait. On a le client qui n'aurait pas commandé de vin, qui peut-être là va se laisser avoir au jeu et va en commander, ou tout simplement celui qui va du coup, grâce au conseil, va mettre 3 euros de plus dans sa bouteille et va prendre une commande un peu supérieure. Il a aussi la possibilité de pousser beaucoup plus facilement son offre de vin au verre, et donc là aussi, le client n'osera peut-être pas forcément aller sur du vin au verre, où là, on l'apporte d'une façon où, avec quelques conseils, il va dire, tiens, plutôt que de prendre une bouteille, on va prendre 80 différents qu'on pourra déguster à différents moments du repas, plutôt que de boire la même bouteille tout le long. On va prendre un vin avec l'entrée, un vin avec le plat, pourquoi pas un vin avec le dessert, parce que la sélection au verre le permet et a été bien amenée aux consommateurs. On vient de comprendre que le projet s'est développé un peu de manière organique. Il y a une idée en a amené une autre, etc. C'est souvent ça dans le monde des SaaS ou des startups, la techno. On voit une opportunité, on peut faire développer les choses, rajouter des briques, etc. Est-ce qu'il y a déjà des velléités d'extension supplémentaires qui sont déjà prévues ou d'autres fonctions qui pourraient aider les restaurateurs ou encore amener quelque chose en plus pour le client final? On avait vraiment la volonté que le restaurateur puisse embarquer toute sa carte des boissons. Donc on trouvait ça idiot qu'il puisse embarquer sa carte des vins et qu'en définitive, ils doivent garder une carte papier pour présenter ses 5 bières et ses 5 softs. Donc aujourd'hui, le restaurateur peut complètement embarquer toute sa carte des boissons. Évidemment, sur la partie bière et soft, ou bière et tout autre, même les alcools, c'est vraiment tout, la fonctionnalité est beaucoup moins avancée. Sur les bières, il va pouvoir faire plus ou moins le même flux qu'il va le faire sur les vins, qu'il va pouvoir proposer des accords mets et bières, il va pouvoir proposer des bières en fonction des goûts du client. La seule complexité, c'est que nous, notre base de données est beaucoup plus complexe à maintenir sur les bières que sur les vins. Aujourd'hui, ne fût-ce qu'en Belgique, on a 25 nouvelles bières qui apparaissent toutes les semaines, les microbrasseries, les machins, et 25 qui abandonnent. Et donc, maintenir une base de données à jour, c'est presque impossible, alors qu'aujourd'hui sur le vin, il y a tellement de sites de référence qu'on peut vraiment construire une base de données solide avec les bonnes infos. Donc voilà, sur les bières c'est possible, mais avec une donnée fournie par le système qui est beaucoup moins quali, beaucoup moins complète.
Ensuite, en termes d'autres évolutions, on commence aussi à permettre d'encoder les plats. Donc, on aimerait qu'un jour, ils puissent faire la même chose avec les plats. Donc, finalement, avoir une carte complètement digitale, ne plus forcément une carte des boissons. Ça sera vraiment l'étape 2. Mais voilà, on a déjà beaucoup d'autres acteurs qui sont sur la carte des plats en digital. Donc c'est pas une urgence d'aller sur ce marché, mais on a déjà tout le code pour le faire. Finalement, on gère des boissons comme on gère des plats. Techniquement, en tout cas, c'est pas beaucoup plus complexe. Donc on pourrait y aller si on voulait. Parle-nous de ton modèle économique un peu. Comment c'est viable économiquement aujourd'hui, OneAdvisor? Est-ce que tu as expérimenté plusieurs modèles avant d'arriver à celui d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est toujours sur le prix qu'on avait déterminé, je dirais, au lancement. On voulait un prix symbolique pour rentrer sur le marché, qui était de dire, bah voilà, le prix moyen d'une bouteille au restaurant, c'est 25 €. Donc, si on fait un abonnement mensuel à 25 €, alors, bon, évidemment, on a les charges, on a les frais, mais mettons ça de côté. On s'est dit, bah voilà, si vous vendez une bouteille en plus grâce à l'application, vous amortissez l'abonnement, et c'était facile dans le message commercial. Donc, on est resté sur ces 25 € par mois, ou même 250 € par an, donc pour ceux qui signent à l'année. Alors aujourd'hui, on se rend compte que c'est un modèle qui implique d'avoir énormément de restaurants pour commencer à faire vivre du personnel. 25 € par mois, même si on a 100 restaurants, ça fait que 2500 € par mois. Ça paie pas un temps plein, hein. Donc évidemment, il faut beaucoup de restaurants. Donc on commence à envisager, on envisage même sérieusement un modèle un peu plus premium où quand on va embarquer justement, on a pas mal de restos gastronomiques qui viennent nous voir et qui aimeraient un peu plus de suivi, donc qu'on leur donne du feedback sur leur carte, qu'automatiquement plus de choses se passent ou que finalement notre équipe s'occupe ne fût-ce que de faire les mises à jour à leur place. Donc aujourd'hui, s'ils veulent faire de la mise à jour manuelle, ils doivent aller modifier. Eux, ils aimeraient juste nous envoyer un Excel une fois par mois et qu'on le fasse à leur place. Voilà, ce genre de premium où ils ont vraiment un account qui va faire du travail pour eux. Alors ça, évidemment, ça aura un coût. Mais on pourrait imaginer aussi tout simplement des fonctionnalités qui seraient plus premium. Aujourd'hui, pour 25 € par mois, on pourrait avoir 1020 dans la carte, comme 25, ça ne changerait rien, ça serait 25 €. Donc ça aussi, on pense qu'on va limiter. Parce qu'évidemment, c'est pas la même logique, c'est pas la même charge serveur, même si ça fait pas une grosse différence en termes de frais serveurs, mais là aussi il faudrait qu'on commence à mettre des coûts différents. Donc ça, c'est vraiment en réflexion pour cette année. Ouais, imaginez un pricing avec des paliers en fonction de certaines données et notamment la quantité de produits différents par carte, par restaurant. Tout à fait. Est-ce que tu as eu recours à des investisseurs dans ce projet-là, sur les 3-4 dernières années? Quoi qu'il en soit, comment as-tu financé le développement de la solution et sa mise sur le marché? Comment ça s'est déroulé? Alors l'investissement a vraiment été un investissement temps. Donc jusqu'ici, on n'a pas du tout demandé d'argent puisque, comme dans la plupart des projets SaaS, la première ressource qui est nécessaire une fois qu'on a l'idée, c'est un développeur pour faire le POC. Ici, j'avais la chance d'en être un et de m'être associé assez rapidement avec un second. Donc là, on a très très vite sorti un POC et ensuite atteint notre MVP. Jusque là, voilà. Et ensuite, en termes de financement pour les premiers euros qui ont été nécessaires, comme je disais, on avait une plateforme qui rapportait de l'argent via les ads, et c'est cette plateforme qui a un peu autofinancé OneAdvisor, parce que c'est assez pratique. L'argent était réinvesti en fait dans l'ADS, et donc finalement on n'a jamais dû vraiment investir d'argent dans la solution. Et ensuite on a eu les premiers clients qui sont arrivés finalement assez vite et qui ont permis aussi de réinjecter de l'argent. Donc aujourd'hui on se paie évidemment toujours pas de salaire, mais ça commence à générer un peu plus d'argent et on n'a plus forcément besoin de la plateforme à côté pour le faire vivre. En termes de frais, finalement c'est 2 serveurs qui tournent chez OVH, c'est moins d'une centaine d'euros par mois. Donc, sauf si demain on avait 2000 clients, on ne devrait pas faire plus d'investissement, en tout cas pour l'instant. Quels sont vos canaux d'acquisition les plus performants? Alors aujourd'hui, le meilleur canal de toute évidence, c'est le référencement naturel. On a fait un gros travail là-dessus. Donc aujourd'hui, quand on cherche carte des vins digital, carte des vins tablette, carte des vins QR code, sommelier virtuel, on est presque toujours top 3 et on commence à l'être dans quelques langues, donc ça devient intéressant. Donc ça, c'est vraiment notre meilleur canal. Alors au-dessus de ça, on fait un petit peu de Google Ads, mais ça commence à devenir un petit peu inutile, en tout cas sur le Google Ads générique, sur le search, puisqu'on a atteint la plupart de nos mots-clés. Donc rajouter du ads au-dessus de nos mots-clés, c'est mettre une pub juste au-dessus de notre annonce qui est première, c'est un peu idiot.
Ensuite, les restaurateurs aujourd'hui, ils sont pas spécialement sur des canaux comme TikTok, ça marche pas super. LinkedIn, certains y sont, mais c'est pas leur canal principal. Par contre, ils sont bien présents sur tout ce qui est Facebook et Instagram. En général, les restaurants, ils ont toujours au moins une page Facebook et souvent une page Instagram. Donc là, aujourd'hui, quand on fait du ad, c'est sur ces canaux-là qu'on va faire le plus gros travail. Surtout que c'est des canaux qui permettent de très facilement identifier, ne fût-ce que les responsables de pages de restaurants. Donc en général, 9 fois sur 10, ça va être le restaurateur lui-même. Donc en travaillant là-dessus, on peut très facilement les atteindre. Donc voilà, c'est notre deuxième canal. En tout cas, quand on met de l'argent dans le marketing, ça va être notre deuxième plus gros canal. On a aussi essayé de faire du mailing. Donc on travaille beaucoup. On fait pas mal de scrapping et on a outrageusement récupéré quelques adresses email publiques sur pas mal de sites. On a tenté des mailings vers les boîtes, on va dire contact des restaurateurs, mais c'est vraiment quelque chose qui ne marche pas. En fait, les restaurateurs, pour avoir discuté avec eux, ils en reçoivent des dizaines comme ça tous les jours. Alors même si on a la chance de pas tomber en spam, ils vont tout simplement pas l'ouvrir parce qu'il y en a 10 autres à côté et qu'ils en peuvent plus de recevoir des offres en tout genre. Donc aujourd'hui, notre client, c'est celui qui voit une carte digitale quelque part, qui en entend parler, qui se dit bah ouais tiens en fait ça serait pas mal dans mon restaurant. Mais sur du pur push, aucun restaurateur se lève le matin en se disant waouh, mon pain c'est d'avoir une carte des vins digitale. Personne. Ils se disent j'ai besoin de recruter, j'ai besoin d'un serveur, j'ai besoin d'un cuisinier, mais personne se dit qu'il a besoin d'une carte des vins digitale. Donc voilà, il faut qu'il l'ait vu pour se dire j'en ai besoin. Mais sur les réseaux, on commence à faire quelques petites campagnes un peu plus outbound, en leur montrant que ça existe, en leur montrant les plus-values que ça peut avoir, le bénéfice que ça peut avoir. Et certains nous disent, bah voilà, effectivement, on n'y pensait pas. Et on a vu les pubs et on s'est dit que, tiens, il y avait une idée. À minima, on essaye, c'est pas très cher et on verra ce que ça donne. Et en général, ceux-là, ils y sont toujours. Donc ça commence à marcher, mais on doit montrer que ça existe parce qu'on voit clairement pas ça dans tous les restaurants. Donc c'est encore quelque chose d'assez marginal. En gros, tes deux gros canaux d'acquisition qui fonctionnent bien maintenant aujourd'hui, ça va être le SEO et le Meta Ads finalement. Ouais, tout à fait. Vous avez un modèle avec période d'essai gratuite, me semble-t-il. Je pense même avoir vu que c'était quasiment 1 mois de offert, que vous intégriez là-dedans aussi, même gratuitement, le fait d'intégrer la carte du restaurateur qui ferait son essai gratuit. C'est ça ? C'est ça, tout à fait. Quels sont les taux de conversion du gratuit vers le payant ? Qu'est-ce qui fait basculer un restaurateur vers l'abonnement si tu as eu ce retour d'infos ? Aujourd'hui, c'est notre plus gros problème, c'est qu'on a du mal à convertir. Donc, on a un funnel en plusieurs étapes. Donc, le client va tout d'abord créer son compte. Ensuite, il va créer son établissement. Il renseigne son restaurant. Et ensuite, il va venir encoder ses vins. Alors, de différentes façons. Soit il va le faire à la main, soit il a un Excel, soit il a un PDF qui va être un petit peu identifié par IA et il va pouvoir être autocomplet. Donc, aujourd'hui, le restaurateur a très peu de travail à faire. Pour le peu qu'il ait ses vins qui sont mis quelque part, il va nous envoyer ce fichier et ils vont être encodé, lui ne doit pas normalement s'amuser à faire un travail de scribe pour l'encoder. Mais durant ce funnel, on va perdre pas mal de gens. Déjà, ne fût-ce que créer son établissement, il y a beaucoup abandonnent déjà avant cette étape. Donc peut-être juste des gens qui sont curieux, ils arrivent et ils lâchent l'affaire. Mais aujourd'hui, entre une personne qui va créer son compte et une personne qui va vraiment mettre sa carte de crédit à la fin, on est entre 5 et 10% selon les périodes de l'année, donc c'est quand même assez faible. On s'est rendu compte de deux choses. Au début, on avait une période d'essai à 3 mois et ça nous a vraiment desservi. En fait, on s'était dit, mais en fait, il faut beaucoup de temps au restaurateur pour encoder ses vins, créer un QR code, le mettre sur ses tables, réellement essayer. Et on s'était dit, voilà, on leur laisse 3 mois et au moins, ils pourront vraiment tester. Et finalement, ils faisaient l'exercice et puis ils passaient à autre chose et ils se disaient c'est pas grave, on a le temps, 3 mois c'est très long et ils n'y revenaient jamais. Donc on s'est dit essayons de créer un sentiment d'urgence, même si 1 mois finalement ça reste long, mais bon il faut quand même faire l'exercice d'imprimer ce QR code, le mettre sur sa table, donc il y a quand même un minimum de boulot, on pouvait pas leur dire faut faire ça en 3 jours après c'est time. Et là en réduisant à 1 mois, on s'est quand même rendu compte que la conversion était nettement supérieure, en tout cas l'avancement dans le funnel de conversion était bien meilleur. Ensuite on est devenu bien meilleur aussi dans la communication durant tout ce funnel de conversion. C'est-à-dire jusqu'à il y a quelques mois, quand la personne avait créé son compte, elle recevait son mail de bienvenue, il ne se passait plus rien
Et ensuite, à la fin de sa période d'essai, elle recevait un mail pour lui dire que ça allait bientôt être fini. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a connecté un Brevo et durant tout le funnel, à chaque étape du funnel, il reçoit une série de trois mails qui lui donne un aperçu de sa carte s'il a encodé ses 20, lui réexplique avec des vidéos YouTube, comment il peut compléter son établissement, lui rappelle qu'en fait il doit faire ci, il doit faire ça. Et là, on se rend compte qu'en tout cas, grâce à ça, on les fait avancer un tout petit peu plus loin dans le funnel. Ça déjà c'est beaucoup mieux aussi. Mais 9 fois sur 10, en tout cas, celui qui est arrivé avec un fichier Excel, qui a encodé sa cinquantaine de 20, qui a accédé à son QR code, qui a pu le tester, en général, lui il va signer. C'est qu'il a déjà compris, il est déjà convaincu, et sauf s'il lui manque la fonctionnalité dont il avait vraiment besoin, lui en général il est convaincu et il va y aller. Mais il faut vraiment aller jusqu'à cette étape d'encoder plus que 3, 4, 20 pour être converti en général. Ouais, quelque chose d'avoir une approche un peu plus engageante, quoi. Alors, OneAdvisor est présent, si je comprends bien, principalement en Belgique, ce qui est logique, parce que c'est là que ça a été lancé. 3 versions linguistiques disponibles pour le moment, le français, l'anglais et le néerlandais. Comment tu vois le développement de tes marchés cibles? Est-ce que tu as des visées sur d'autres pays dans les prochains mois et quels sont ces pays en particulier? Alors, en réalité, on est malheureusement très peu présent en Belgique. Honte à nous. Donc, quand on a lancé l'application, on s'était dit, tiens, on pense que l'idée est bonne, donnons-la gratuitement à tous les restaurants autour de nous et voyons ce qui se passe. Donc, on a mis le site en ligne, on l'a poussé vers les restaurants, je dirais, à 20 km autour de nous. On s'est dit, comme ça, c'est plus facile, on peut aller les voir, ça va être cool. Et en fait, personne n'a répondu à l'appel, sauf un ou deux. Mais on a eu très, très peu de gens qui voulaient tenter l'aventure, même gratuitement. Et donc, on s'est un peu démoralisé là-dessus. Et à ce moment-là, en fait, le site était en ligne et très rapidement, des restaurateurs français sont arrivés de par le SEO parce que le mot-clé était assez peu concurrentiel et ont très rapidement mis la carte de crédit pour payer. Et là, on s'est dit, tiens, c'est marrant. Et si on allait plutôt voir les Français parce qu'ils ont l'air un peu plus engagés sur le sujet. Et effectivement, donc notre plus gros marché aujourd'hui, en fait, c'est vraiment la France. Mais vraiment naturellement, on n'a pas du tout fait d'outbound sur eux dans un premier temps. Ensuite, évidemment, on est belge, donc on s'est dit, on va mettre l'application en néerlandais. Et c'est aujourd'hui notre deuxième marché, donc la Flandre, mais aussi les Pays-Bas, notre deuxième plus gros marché. Et je pense qu'ils ont une approche de la technologie qui est beaucoup plus positive qu'en Wallonie où on est encore un peu réticent. Aux Pays-Bas, ça les gêne pas du tout de travailler avec des tablettes, avec des QR codes. Ils sont beaucoup plus preneurs de la techno. Et du coup, pour faire un petit peu on a eu la chance d'avoir une campagne presse il y a une grosse année. Et donc, on a dû pour ça communiquer en anglais également. Et donc, on a mis notre site en anglais sans faire la moindre pub. Et on a vu arriver des clients de partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, alors, c'est assez marginal, mais on a des clients un peu partout. Et quand je dis un peu partout, on a un client au Mexique, on a un client en Australie, on a l'aéroport d'Oslo, par exemple, on a un client à Malte, on en a un peu partout, mais en général, 1 ou 2. On a 2 clients en Norvège. Pas des gros marchés, mais on n'attaque pas forcément encore ces marchés, on ne fait pas forcément de pub sur ces marchés, on a juste mis le site en anglais un petit peu partout, mais aujourd'hui, la France, c'est, on va dire 60% de notre clients, 20% sur le marché néerlandophone et le reste, ça va être du 20%. Vous avez remporté il y a quelques semaines le prix business des InnoPepite Awards. En quoi c'est important pour toi de participer à ce genre d'événement, au-delà du fait que ça fait plaisir de remporter un prix? C'est un double exercice. Déjà, c'est un exercice de pitch qu'on n'a pas forcément, en tout cas quand on est développeur dans sa cave avec sa capuche et dans le noir, c'est quelque chose qu'on déteste faire en général. Et moi, personnellement, je déteste faire cet exercice. Donc, c'était déjà un très bon exercice d'aller pitcher devant un public et devant un jury. En plus, ça permet d'améliorer le discours. Si demain on veut aller faire le même exercice devant des invests, c'est bien de l'avoir fait, on va dire, pour le fun devant un jury. Ensuite, au-delà de ça, aux InnoPepite, il y avait un peu d'argent à gagner. Alors, c'était pas beaucoup, c'était 5 000 €, mais c'est toujours très intéressant. Hein, 5 000 €, ça fait quelques campagnes ads quand même. Donc ça aussi, ça nous a bien aidé. Et puis évidemment, c'est du networking. Suite à cet événement, on a eu énormément de contacts divers et variés, mais on a eu 2 demandes d'investisseurs qui nous ont demandé si on était intéressé par l'idée, et on a eu 2 demandes. J'ai eu du coup 2 demandes d'associations qui sont en discussion avec des profils divers. Donc aujourd'hui, étant finalement seul à bord et étant développeur, il me manque vraiment des profils sur le projet. Donc
Voilà, ça c'était aussi quelque chose dont j'avais besoin. Et le fait que ce soit venu naturellement suite à ce genre d'événement, c'était très intéressant. Justement, alors, tu es en mode solopreneur. Est-ce que c'est un choix délibéré ou c'est simplement dicté par la phase dans laquelle le projet se trouve pour le moment? Alors ça a été délibéré au début. Pourquoi donc comme je disais, quand on est développeur, vraiment à tous les jours, on a une idée, on a une idée de projet. Moi j'ai un Trello qui est rempli d'idées. Quand on parle avec son père, avec sa mère, avec son voisin, avec son oncle, il y a toujours un pain qui va ressortir. Il y a toujours bien un moment où on se dit mais ouais, en fait ça, je pourrais peut-être faire ça, c'est gagner de l'argent. Donc on a un Trello qui est rempli de ce genre de choses et à plusieurs moments on s'est regroupé avec d'autres collègues développeurs en se disant bah tiens, et si on essaie de monter un petit projet pour gagner un peu d'argent ou un minimum pour s'amuser. Et on s'est très rapidement heurté au problème que c'est difficile d'être d'accord une fois qu'on est plus que un. Quand on est un, c'est facile, on est d'accord avec soi-même. Quand on est deux, quand on est trois, ça met beaucoup de temps à prendre des directions et ne fût-ce que s'imaginer la tronche qu'aura le POC, c'est très compliqué. Donc, après plusieurs tentatives assez infructueuses, je me suis dit tiens, ici j'ai une idée, je vais en parler à personne entre guillemets. Alors j'ai fait un petit peu de sondage marché avec un peu la logique mom test. Mais j'avais envie de coder ce MVP complètement seul et de me dire, OK, quand le MVP sera là, c'est là que j'embarquerai des gens à bord. Et pour moi, c'était le meilleur moment parce que finalement, ce MVP, je pense que j'aurais jamais vraiment pu le sortir si à chaque fois que je mettais une brique, il fallait la discuter pendant 3 jours avec mes associés. Voilà, j'ai vraiment pris l'idée de partir seul. Aujourd'hui, par contre, c'est un paid. Donc, durant le projet, des gens m'ont rejoint et sont repartis. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont rejoint sur la partie scrapping. Voilà, j'ai ma compagne qui m'aide, bon voilà, de façon un peu plus sporadique sur la partie design ou sur la partie marketing. Mais aujourd'hui, où ça pêche vraiment, ça va vraiment être sur la partie marketing. Où là, idéalement, il faudrait commencer à penser à un associé qui serait capable de travailler ce point et aussi d'aller sonner à des portes, aller voir des potentiels gros clients et faire l'exercice d'account pour suivre ces gens. Aujourd'hui, tout seul, ça devient assez compliqué. J'allais te poser la question, comment tu gères la foison de rôles, que ce soit le marketing, la partie commerciale, le service client, les mises à jour de l'app, etc. Donc ça fait partie des comme tu le mentionnais à l'instant, des évolutions et notamment peut-être la nécessité de faire rentrer soit des gens qui vont apporter leur expertise et leur talent, ou soit simplement des fonds pour pouvoir recruter. C'est ça l'idée? Dans un premier temps, j'aimerais à minima qu'on soit 2 pour combler toutes ces compétences que je n'ai pas ou à minima que je fais sans bien le faire. Aujourd'hui, il y a énormément de choses que je fais mais où je suis pas forcément qualifié, donc ça me prend un temps de dingue, alors que un vrai commercial, il ferait sûrement ça beaucoup mieux que moi, beaucoup plus vite. Donc là, s'il fallait faire rentrer quelqu'un, ça serait ce genre de profil. Pourquoi pas imaginer payer pour ce genre de profil via une levée de fonds. Donc on a eu des propositions d'invest. Donc là c'est vraiment la réflexion de se dire dans tous les cas, je veux pas continuer seul, donc je pense m'associer avec un profil. Et mais pourquoi pas en plus de ça faire rentrer un peu d'argent et payer un troisième profil qui lui serait salarié peut-être mi-temps et irait sonner à des portes ou irait faire de la com à gauche à droite. Donc là le projet a un peu plus de 3 ans. Qu'est-ce que toi tu aurais fait avec un peu ce recul? Qu'est-ce que tu aurais fait autrement depuis le début? Quel est l'enseignement le plus précieux que tu as acquis lors de cette première phase? On a vraiment voulu faire plaisir aux premiers clients. On a vraiment pris tous les retours de clients et on s'était dit si le client le demande, c'est forcément que les autres en auront besoin. C'était parfois vrai, mais ça l'a pas toujours été. J'ai du coup perdu énormément de temps à développer des choses qui sont utilisées par un client unique et qui le resteront. Évidemment, ça on peut pas le savoir avant de le soumettre aux autres clients, mais avant de dire oui, je pense qu'il y a une étude à faire sur la feature plutôt que se jeter dessus pour se dire ouais mais le client est là, il faut absolument lui faire plaisir. Et quand on acquiert ses premiers clients, on veut forcément leur faire plaisir. Surtout parfois on a eu quelques beaux clients, les premiers clients on a eu des étoilés, ce genre de choses. C'est difficile de leur dire non, tant pis, ne restez pas si vous n'avez pas la feature. Non, évidemment on développe la feature, mais du coup pendant parfois 3 semaines on va être bloqué sur cette feature et on ne peut pas forcément développer les choses qui ramènent réellement d'autres clients. Ouais, avec du recul, me serais posé un petit peu plus sur le développement de ces features. Aujourd'hui, elles sont là et peut-être qu'elles serviront à d'autres. Mais il y a eu beaucoup de temps, en tout cas, perdu sur ces features.
Ensuite, quand on est solopreneur, l'avantage c'est qu'on fait plein d'erreurs, mais on apprend plein de choses, et donc c'est pas forcément très grave. J'ai eu la chance de monter vraiment mes compétences sur énormément de sujets. Je savais pas du tout faire de marketing il y a 3 ans de ça. Aujourd'hui, j'en fais, pas forcément bien, mais j'en fais. Et l'IA commence à nous aider énormément aujourd'hui. Et donc il y a des choses que aussi je peux automatiser maintenant, et gagner beaucoup de temps bien sûr là-dessus, avec des choses comme N8N ou tout simplement des OpenAI qui nous permettent aussi de faire plein de choses aujourd'hui. En parlant de l'IA, on voit, hein, tu le mentionnes là, que ça transforme le travail, hein, sur des tas de secteurs. On est en plein dedans. Et est-ce que tu as pu déjà voir un impact spécifiquement dans le monde de la restauration pour le coup? Alors c'est vraiment un monde qui est très déconnecté, hein. Aujourd'hui, à part leur caisse qui est connectée la plupart du temps, qui est une obligation, c'est vraiment des gens qui sont pas forcément connectés. Alors sur le monde de la restauration, non, mais nous, au niveau en tout cas de l'amélioration, de la consolidation de la donnée, c'est incroyable. Jusqu'à avant l'IA, on devait agréger 4, 5, 6 sites qui parlaient du même vin, essayer d'être sûr qu'on parle vraiment du même vin, et ensuite masser tout ça avec 356 if imbriqués dans des boucles pour voir et pour essayer d'avoir une donnée qui sorte optimale. Aujourd'hui, avec l'IA, on lui donne juste les sources, on lui dit assure-toi qu'on parle de la même chose, et ensuite prends tout ça et fais un résumé qui sort un joli JSON qu'on va mettre dans notre base de données. Tout ça est fait automatiquement. Donc en tout cas, nous, au niveau de la consolidation de données, ça a vraiment changé notre vie. Aussi au niveau du traitement de fichiers. Aujourd'hui, on propose à nos clients restaurateurs de nous envoyer tout simplement leur PDF de menu, et on va donner ça à manger à une IA. Elle va convertir ça en tableau Excel assez bien, la plupart du temps, 9 fois sur 10. Ce tableau Excel, on va le donner à manger à notre application, et elle va automatiquement aller chercher les vins. Avant l'IA, c'était pas possible de convertir un fichier Excel vaguement en texte. C'était possible. Réellement ramener ça dans un fichier Excel avec des colonnes qui correspondent vraiment à ce que c'était impossible. Aujourd'hui, c'est vraiment possible, sauf certains qui arrivent avec des fichiers Excel un petit peu dingos, mais la plupart du temps ça passe très très bien. C'est aussi une excellente façon d'onboarder les gens, et surtout de les faire venir, parce que certains n'ont pas de fichier Excel évidemment. Donc si on leur dit mais c'est pas grave, envoyez-nous juste un fichier Excel, votre fichier PDF, et on fera le reste, vous inquiétez pas. Ben nous en fait hier ça nous prenait 3 heures parce qu'on devait remettre tout ça nous-mêmes dans un fichier texte. Maintenant ça nous prend 5 minutes. Tu le disais à l'instant, on voit pour pour le monde de la restauration, on voit qu'il y a des solutions pour la prise de commande, pour le paiement, pour la gestion en cuisine. Maintenant, avec ta solution, la carte des vins, est-ce que l'utilisation de la technologie va devenir la norme dans ce monde qui, a priori, n'était pas vraiment positionné là-dessus, qui est celui de la restauration, je sais pas moi, à horizon 2030, hein, on est en 2025, d'ici 5 ans, tu vois, est-ce que tu vois des signaux, des choses qui te donnent à penser que ça va évoluer malgré tout? Tu mentionnais notamment les Pays-Bas qui eux pour eux c'était déjà un acquis, donc il y a aussi sans doute cette notion de culture. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pour avoir fait les différents salons Horeca en Belgique et en France, c'est clair que des technos là maintenant, on leur en vend à toutes les sauces, que ce soit pour analyser leur stock, leur entrée, leur sortie, dire où est-ce qu'ils gagnent, où est-ce qu'ils perdent. Ils peuvent vraiment mettre de la techno à tout niveau. Ensuite, j'ai l'impression que tout ça aujourd'hui touche vraiment les restaurants qui ont les reins solides. Moi, parfois, je vais voir des restaurateurs en leur disant, ben voilà, c'est 25 € par mois. Ils me disent, vous êtes fous, c'est beaucoup trop cher. On peut pas se permettre 25 € par mois en plus. Là où d'autres vont me dire, ouais, enfin, vous êtes fous, 25 balles, c'est rien. Évidemment, allons-y, on verra ce qui se passe. Donc, ça va vraiment dépendre du profil de restaurateur. Mais le restaurateur qui se lance aujourd'hui, il peut pas se permettre de mettre tous les abonnements bout à bout et d'aller sortir 3000 € de gestion mensuelle de tout ça. Donc, il va prendre certaines choses,
certaines choses, il va être obligé de le faire. Sa caisse connectée, il a pas le choix. Maintenant, le programme qui fait que quand il prend la commande en salle, automatiquement, ça apparaît sur un écran tactile en cuisine. Ça, je suis pas sûr que le gars qui bosse tout seul dans sa pizzeria, il en ait forcément besoin. Voilà, les technos sont là, mais aujourd'hui, je trouve elles sont très très chères et ils peuvent pas tous se le permettre en tout cas. Mais ça évolue très très vite et certains ont bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Et pour terminer sur une note peut-être plus personnelle, au-delà de OneAdvisor, est-ce qu'il y a un projet personnel ou professionnel qui te fait vibrer, dont tu as peut-être pas encore parlé publiquement? Aujourd'hui, non. J'alloue toutes les ressources qui commencent à être bien chargées sur cette appli, parce que le vin, c'est toujours un monde qui me tient vraiment à cœur et sur lequel je m'amuse. Donc en tout cas, c'est pas un projet que je traîne derrière moi. Donc pour l'instant, tant que je m'y amuse, en tout cas, je continue. Après, évidemment, comme je disais, j'ai un Trello qui déborde d'idées. Mais pour l'instant, j'ai pas d'intérêt à aller forcément les investiguer. Donc je suis bien sur ma carte des vins digitale pour l'instant. Très bien, merci Sébastien pour cet échange. Je te souhaite le meilleur pour WineAdvisor et de bonnes dégustations de vin en perspective. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et pour nos auditeurs, merci pour votre fidélité. Abonnez-vous à la chaîne Pile ou Sas de votre plateforme d'écoute habituelle, que ce soit Spotify, Apple ou encore YouTube. On est disponible partout. Et partagez cet épisode, s'il vous plaît. Si cette conversation vous a plu, envoyez-la, par exemple, à 2 contacts qui pourraient être intéressés par l'univers Sas ou à un restaurateur en quête de modernité, qui pourrait découvrir la solution de Sébastien. Et plus nous serons nombreux à échanger sur ces sujets, plus nous ferons progresser l'écosystème. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Pile ou Sas. D'ici là, continuez de construire, d'innover et de partager. Salut!